Bien bonjour, on se retrouve pour parler de maladie Crohn, de RCH, de Mickey. Donc, qu'est-ce qu'une Mickey? C'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ça concerne à peu près 120 000 personnes en France, qui sont des maladies qui sont reconnues handicapantes. Donc, avec une RQTH, une reconnaissance de travailleur handicapé, euh, des demandes qui sont à faire auprès de la MDPH, à partir du moment où le diagnostic est posé. La différence entre une maladie de Crohn et une RCH, euh, c'est la localisation de la pathologie. La RCH, ça va toucher principalement euh, le bas du système digestif, à savoir la deuxième partie de l'intestin et l'anus. Alors que la maladie de Crohn va toucher la totalité du système digestif. Euh, voilà, du coup, bah, ça part de l'œsophage et ça va jusqu'à l'anus. Euh, Quelles sont les origines de ces maladies? Les médecins savent pas exactement. Ils considèrent ça comme des maladies orphelines, euh, même s'ils ont trouvé quand même ces derniers temps avec les recherches des liens avec les maladies auto-immunes. Et ça, par contre, on le sait, c'est une maladie inflammatoire. Donc, ils pensent que ce serait potentiellement lié à tout ce qui va être arthrite, polyarthrite, euh, rhumatisme, euh, ces maladies-là. Les symptômes qui sont déclenchés par la maladie de Crohn et par la RCH. Alors par la RCH, ça va être principalement des diarrhées hémorragiques, à savoir, comment expliquer ça? Pour faire simple, la flore intestinale se désagrège, ça crée des plaies à l'intérieur de l'intestin et ben, ça saigne. Voilà, ça fait des hémorragies, des hémorragies. Des fois, ça peut provoquer euh, ben, un trou, en fait, hein, simplement dans le côlon, ce qui n'est pas exceptionnel en termes de sensation, hein. Euh, voilà. Et pour la maladie de Crohn, c'est un peu plus diffus, puisque ça touche tout le système digestif. Euh, Ça va aller des remontées acides. On va avoir quoi? Remontée acide, inflammation du tube, enfin de l'œsophage. Euh, bon, c'est assez logique, hein, puisque si on a des remontées acides, l'œsophage va être agressé. Du coup, bah, ça le brûle, puisque l'acide gastrique remonte. Voilà. Euh, on va avoir du coup des ulcères à l'estomac, on va avoir des saignements intestinaux, on peut avoir des fissures anales, fistules, et dans certains cas, euh, on peut avoir aussi des péritonites, c'est-à-dire en fait un rétrécissement de l'intestin et du coup des occlusions. Le rétrécissement de l'intestin, en règle générale, il est associé à une potentielle nécrose de l'intestin. Donc ça veut dire qu'en fait, bêtement, on a un bout de l'intestin qui meurt, du coup il se rétracte, et les selles, enfin les selles, la matière, le bol alimentaire qui passe en fait dans de votre... Salut Trishine. Euh, Donc le bol alimentaire qui est contenu dans votre estomac va passer dans votre intestin et c'est à ce moment-là où votre corps va absorber les nutriments. Si on a un rétrécissement de,
l'intestin, forcément, le bol alimentaire, ben, il va s'écouler petit à petit et il va stagner. La plus grosse partie va stagner en haut du rétrécissement. Et comme euh, ben, votre organisme pompe les nutriments, il va récupérer ben, toute l'eau qui est contenue dans le bol alimentaire, hein. Puis la plupart des nutriments, ce qui fait que ben, votre bol alimentaire qui à la base est une sorte de pâte assez liquide, hein, ben, va petit à petit sécher. Et ça peut créer ce qu'on appelle un bouchon de fécalum. Oui, je parle seul. Je parle seul. Enfin non, vu que tu es là maintenant. Euh, et du coup, bah, ce bouchon de fécalum, ça peut être dangereux. Et il faut l'évacuer. En règle générale, quand on a une occlusion, si on n'arrive pas à régler le problème, bonjour, SKE 91, euh, bah, ça passe par une chirurgie, vu que nous sommes là, effectivement. Donc j'en étais où? Oui, on parlait des symptômes. Donc voilà, en fait, on a fait un peu le tour des symptômes. Euh, En règle générale, la maladie de Crohn se déclenche aux alentours des 20-30 ans. Non, je suis pas médecin du tout. Par contre, j'ai la maladie de Crohn. Mais on doit se faire opérer si, si j'ai un trou à l'anus. Ça dépend. Si le trou dont tu parles, c'est ton anus, bon, c'est pas très utile. Mais par contre, si tu commences à avoir des, des fissures trop importantes, à un moment, il va peut-être falloir faire quelque chose. C'est mhm. Qui évolue par poussée, oui, exactement. Les phases de rémission, elles se caractérisent principalement par des crises de douleur abdominale et des diarrhées qui peuvent durer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas localisé que sur le gros intestin, hein. Oui, on peut débattre sur cela. C'est pas localisé que sur le gros intestin. En fait, avec le Crohn, tu vas toucher de l'œsophage à l'anus, comme je disais précédemment. Euh, En gros, tu chies tout le temps. Ben, en fait, détrompe-toi. Soit tu chies tout le temps, soit en fait tu vas te retrouver constipé. Si tu es constipé et que tu as une maladie de Crohn avérée, je te conseille fortement d'aller voir ton rectologue parce que ça veut dire que tu as potentiellement une occlusion. Et ça, c'est vraiment pas ouf. Est-ce que tu peux mourir de la maladie de Crohn? Alors, est-ce que c'est génétique dans un premier temps? Ils savent pas. Ils savent pas. Ils considèrent cette maladie comme une maladie orpheline. Euh, Maintenant, il y a visiblement des liens avec tout ce qui va être arthrose, maladie auto-immune. Euh, Est-ce que tu peux en mourir? Alors, tu ne meurs pas de la maladie de Crohn en elle-même. Par contre, si tu n'agis pas sur les symptômes que tu as, tu peux y rester. Tu peux y rester parce que, par exemple, si tu as des fistules et que tu ne les traites pas, en gros, une fistule rapidement, c'est un abcès, comme un abcès dentaire, sauf qu'en fait, c'est localisé à l'anus. Si vous voulez qu'on parle des fistules, on pourra développer un peu plus, mais je vais m'en tenir à ça. Euh, et du coup, bah, comme tu as une infection, si tu ne la traites pas, tu peux faire une septicémie. Et de cette septicémie, tu peux en mourir. Pareil pour une occlusion intestinale, si tu ne la traites pas, tu peux en mourir. Ouais, alors, bah, la fistule, si tu veux, je peux t'éclairer un peu plus, parce que j'en ai eu. J'en ai eu, du coup, enfin, je vais vous transmettre ce que le médecin m'a dit. En gros, vous avez deux muscles au niveau de l'anus. Celui que quand vous serrez les fesses et que vous avez envie d'aller aux toilettes et que vous vous retenez, vous avez, voilà, vous allez serrer les fesses et en fait, bah, au bout d'un moment, tu vas arrêter de serrer les fesses et t'as plus envie d'aller aux toilettes parce que t'as le muscle que tu contrôles en serrant les fesses et le muscle que tu ne contrôles pas qui lui prend le relais pour éviter que bah, en fait, tu sois là à serrer les fesses pendant 100 ans. Oui, c'est bien de pas retenir aussi. Mais bon, quand t'es dans le tram ou tout ça. Euh,
Et du coup, en fait, une fistule dans l'un des deux muscles, alors je pourrais plus vous dire lequel des deux, euh, ce muscle-là fait des vagues. Voilà, en gros, c'est pour faire simple, c'est un muscle qui fait des vagues comme ça, et dans le creux d'une vague, tu as un foyer infectieux qui se crée, et ensuite tu vas avoir un canal qui va, tu as un canal qui se crée et un bouton qui sort. Alors ça peut sortir au niveau, euh, euh, tu as un canal qui se crée et du coup ça peut ressortir soit au niveau de ton anus, soit bah, ça peut ressortir dans le bas de ta jambe, dans ta cuisse. Ça peut aller en gros, c'est rare, mais ça peut aller en gros jusqu'à ta cheville. Voilà. Le seul moyen de régler, le problème d'une fistule, ben, en fait, c'est de remonter là où sort ton infection, c'est-à-dire là où le bouton apparaît sur ta jambe, et de remonter. Donc en fait, on comprend bien que c'est assez traumatisant comme processus. Euh, voilà. Euh, Bah, du coup, les traitements qu'on va avoir, puisque ça ne se guérit pas, c'est pas une maladie qui va se guérir et qui va disparaître. En fait, vous allez vivre toute votre vie avec. Alors, on peut très bien en vivre. Personnellement, euh, je l'ai depuis que j'ai 16 ans. Elle a été diagnostiquée euh, à 18. Donc là, ça fait 12 ans, vu que enfin 13 ans, vu que j'ai 31 ans, que je vis avec. Ça n'a pas été dingue les premières années, hein. La pilule à avaler, je vais pas vous le cacher, elle est plutôt violente. Euh, mais on arrive quand même enfin, à vivre avec, euh, sans trop. C'est gentil pour le soutien. Mais d'ailleurs, enfin, franchement, je vis très bien avec. Là, j'ai pas trop à me plaindre. Euh, de quoi? De ce que je pense de la maladie de Crohn? Je pense que c'est une tannée par moment. Après, c'est comme tout. On va avoir des hauts, des bas. Euh, on va avoir des hauts et des bas. C'est vrai qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Euh, c'est, je pense notamment quand tu vas taper des crises de diarrhée, parce que ça c'est fréquent effectivement, hein, c'est le symptôme principal de la maladie, des crises de diarrhée, et que bah, tu vas être en trajet. Ça, c'est une vraie plaie. Je compte même plus le nombre de fois où sur des petits trajets en tram, voilà, je me suis arrêté avant pour bah, courir dans un bar, prendre un café et dire au serveur, ben, mets-moi le café en terrasse, mais ils sont où les toilettes? Parce qu'en fait, tu peux pas quoi. Enfin, voilà. Quand t'es au taf, bah courir devant tes collègues qui se marrent, parce que bah en fait, quand ça vient, ça vient. C'est assez prenant quoi. C'est assez prenant. Euh, donc je parlais des traitements et des examens. Donc, je disais, il y a pas de traitement qui guérit de la maladie de Crohn. Par contre, il y en a qui permettent euh, de vivre mieux avec. Euh, Moi, le traitement que j'ai à l'heure actuelle, c'est du Remicade et du Purinol tous les jours. Donc, pour simplifier, on va pas rentrer dans les détails de ce qu'est la molécule, machin, mais le Purinol, c'est des cachets qui permettent d'enlever le système immunitaire, puisque il y a une, il y a une relation avec, enfin c'est proche des maladies auto-immunes, c'est considéré en tant que tel. Donc le pyrinétol enlève le système immunitaire et le Remicade que je fais une fois toutes les 8 semaines
euh, en hospitalisation de jour au CHU. Lui vient remplacer le système immunitaire bah, qui est trop agressif, ce qui permet bah, d'avoir une maladie qui va être plutôt endormie. Voilà. Enfin, honnêtement, ça fait 2 ans que je suis sous ce traitement-là. Grâce à ce traitement, j'ai réussi à remanger pas mal, à réintégrer dans mon alimentation pas mal de choses, puisqu'avant ça, mon alimentation était principalement composée de pâtes, de jambon blanc, de blanc de poulet, purée, euh, enfin voilà, pas mal de choses qui sont relativement douces. Pas trop de légumes fibreux, genre haricots verts, tout ça, on oublie. Le riz, j'y arrivais, mais par exemple le riz sauvage, euh, bah, je faisais une crise, je faisais une poussée derrière. Donc vomissement, tout ça. Voilà. Et, euh, et du coup, j'avoue que ce traitement m'a pas mal aidé. Après, il n'y a pas de généralité dans cette maladie. Ce que je veux dire par là, c'est que le traitement qui me convient conviendra pas forcément bah, à un autre patient parce qu'il a une maladie qui va être peut-être plus active, peut-être moins. Il y en a qui arrivent à vivre très bien sans traitement. Il y en a pour qui, malheureusement c'est très très compliqué. C'est vraiment très très compliqué. Euh, m'est arrivé de rencontrer des personnes qui en étaient à plus d'un an d'hospitalisation parce qu'en fait ils avaient une pathologie qui était hyper agressive et qui s'était en poussée quasiment constante. Malheureusement, voilà, il n'y a pas de contrôle dessus. C'est-à-dire qu'en fait vous ne pouvez pas détecter l'arrivée d'une poussée avant qu'elle arrive. Ça, c'est l'une des parties les plus compliquées à intégrer euh, quand on nous diagnostique la maladie de Crohn. Parce qu'en fait, ben, les médecins vous expliquent que certains métiers que vous auriez envisagé de faire, ben, en fait, ça va pas être possible. Euh, moi, je sais que quand on me l'a appris, j'étais en études, je faisais des études hôtelières. Les médecins m'ont déconseillé fortement de poursuivre. Je les ai pas écoutés. J'y suis allé. Euh, je pratiquais comme cuisinier pendant bah, jusqu'à cette année. Donc pendant 12-13 ans. Et je vais pas vous cacher qu'il y a eu certains moments où c'était chaud. C'était chaud. C'est pour ça que l'alimentation, par rapport à ces maladies, sont très. Enfin, c'est vachement lié, dans le sens où en fonction de ce que tu vas manger, euh, ben, tu vas ou pas. Et, euh, et du coup, ce qui convient à un patient convient pas forcément à un autre. Par exemple, je vais pouvoir manger n'importe quoi du saumon. Il se peut que bah, le patient à côté de moi, lui ne puisse pas en manger. Pourquoi? Bah en fait on sait pas. C'est c'est comme ça. C'est pas anticipable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de régime euh, qui convient à tous les patients. Voilà, c'est au patient de faire lui-même son régime.
Et ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Ça peut être très impressionnant aussi pour, je suppose, enfin, pour les parents qui vont avoir leur enfant qui va être diagnostiqué. Parce que bah, comme ça ne se voit pas, comment on réagit? Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire quand vous voyez votre enfant, moi ça m'est arrivé de me retrouver plié en deux, à plus pouvoir marcher parce qu'en fait, bah, trop mal au ventre. Euh, Tu fais quoi en tant que parent à ce moment-là? Comment tu réagis? Tu vas l'amener chez le médecin il va regarder, il va pas, il va pas avoir, enfin le généraliste va pas avoir plus de matière à dire bah c'est un Crohn, c'est pas un Crohn ou voilà, puisque bon il faut quand même faire une sacrée poussée pour que les médecins en viennent à vous faire une coloscopie par exemple, parce que c'est pas quelque chose d'anodin et puis sur un gamin c'est assez intrusif. Une coloscopie pour ceux qui savent pas, on va simplifier, on prend une caméra qu'on va fixer sur sur un espèce de petit tuyau. Bon voilà, c'est pas très gros, hein, ça va être de l'ordre d'un petit doigt. Enfin voilà, c'est aussi large qu'un crayon comme ça. Voilà, donc mettons, on va prendre un petit tuyau comme ça, on va y fixer une caméra là. Et avec cette caméra, on va aller regarder ce qui se passe un peu au niveau de l'intérieur de l'intestin. Donc soit euh, on fait une coloscopie, donc en fait on passe par l'anus et on remonte sur, pas, je dirais, pas dire de bêtises, mais on va aller sur à peu près 50 centimètres, je pense, un truc du genre, peut-être un peu plus. Honnêtement, ça faudrait demander au généraliste. Sinon, on fait une célioscopie, donc on passe par la bouche, enfin par le nez, en vrai, on passe par le nez, on atterrit dans l'estomac et on va regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Soit on fait une endoscopie, c'est-à-dire que là, anesthésie générale, et on va checker la totalité du système digestif. Donc on passe d'abord par en haut, on dépasse l'estomac, on va regarder le haut enfin, de l'intestin, et ensuite on passe par l'anus, on remonte rectum, gros intestin, et ainsi de suite. Voilà. Pour faire un check, qu'est-ce qu'on va chercher dans ces examens-là? En fait, on va chercher des petites polypes ou des cicatrices en fait, au niveau de l'intérieur de l'intestin pour voir s'il y a eu des saignements. Principalement, c'est ce qu'on va chercher. Des zones inflammatoires, voilà. On sait que la plupart du temps, euh, les premières crises de la maladie de Crohn, les plus grosses poussées, les premières poussées, en règle générale, sont situées sur l'iléon. L'iléon, c'est situé c'est la jonction entre l'intestin grêle et le gros intestin. Voilà. Donc en vrai, c'est là où ils vont checker en premier lieu pour voir un peu si c'est une forte poussée ou enfin si c'est une maladie de Crohn ou si c'est autre chose. Voilà. Vous comprenez bien que avec tout ça, psychologiquement, c'est pas ouf. C'est pas ouf pour les patients. Dire, quand on se retrouve à apprendre, en règle générale, jeune, que notre vie ça va être ça. C'est-à-dire ça va être entrecoupé entre des périodes où ça va, des périodes où ben, euh, malheureusement on peut pas faire grand-chose. Parce qu'il faut le dire, quand on est en crise de diarrhée et que en l'espace de 4 heures, on monte à 6, 8, voire 12 passages aux toilettes, bon, c'est un peu compliqué de faire autre chose que d'être aux toilettes. Voilà. Et moralement, ça affecte. Euh, Sûr quand on sent que son corps, en fait, ne vous répond plus, on a tendance à se demander un peu ce qui se passe,
comment, comment on va faire. Se projeter, c'est un peu compliqué. Et donc il y a pas mal il y a pas mal de malades qui sont à tendance dépressive au niveau de la maladie de Crohn, en sachant que aussi, dans les premiers temps, avant de vous mettre sous traitement lourd, comme, comme celui dont je vous parlais tout à l'heure, euh, il se peut que les médecins fassent passer les patients par des phases où ils vont leur faire prendre pardon, de la cortisone. Sauf que la cortisone, ça fait enfler. Donc en plus de tout ça, vous allez avoir des patients qui vont avoir tendance à grossir, et pas qu'un peu. Du coup, pareil, pour le moral, pas dingue. C'est pas dingue. Et le fait d'avoir des saignements réguliers au niveau de l'intestin, d'avoir des diarrhées, ça crée des carences, ça crée de l'anémie. Euh, En plus de ça, si on vous a réséqué, si on vous a enlevé une partie de l'intestin, ben, vous allez avoir des difficultés à assimiler les nutriments, en plus du fait que vous ayez des saignements intestinaux, que vous ayez des vomissements, des vomissements. Du coup, en fait, soit vous êtes sur une pathologie un peu comme la mienne, où vous avez de grandes difficultés à, euh, à prendre du poids, soit, soit vous allez avoir une pathologie où en fait vous avez tendance à grossir, mais, euh, mais pas grossir parce que vous êtes bien nourri. Vous pouvez vous retrouver en situation d'obésité tout en étant anémié et en ayant des carences. D'ailleurs, en parlant des carences, la plupart des malades de la maladie de Crohn ont des carences en fer et prennent des compléments, enfin du tardiféron en règle générale. Euh, ce qui est assez perturbant parce que l'une des façons pour un malade de la maladie de Crohn de se rendre compte qu'il fait des saignements intestinaux outre les douleurs, c'est la couleur de ses selles. Ça va être la couleur de ses selles. À savoir, si on a les selles noires, c'est que on a certainement saigné durant la nuit ou dans la journée au niveau de l'intestin. Or, le tardiféron, en fait, rend les selles vachement noires. Du coup, ça nous enlève un des indicateurs de mesure de l'activité journalière de la pathologie. Pareil, je conseille vivement à tous ceux qui sont atteints de ces maladies d'aller consulter si jamais vous avez les selles molles et glaireuses. Je sais, c'est immonde dit comme ça. Euh, mais si c'est le cas, allez voir votre rectologue, allez voir votre gastro-entérologue. Appelez-le, appelez le médecin traitant. Enfin, signalez-vous auprès des médecins parce que ça veut dire que vous êtes en poussée. C'est sûr et certain. Et, euh, et plus tôt la poussée est détectée, plus vite ils peuvent réagir et moins ça fera de dégâts. Parce que parce qu'en fait, plus les médecins vont devoir intervenir de façon chirurgicale sur votre corps, plus ça va être compliqué. Euh, on n'a pas parlé de ce qu'une chirurgie peut provoquer. Une chirurgie avec la maladie de Crohn peut provoquer ce qu'on appelle une stomie. Enfin, les médecins peuvent conseiller de faire une stomie euh, si jamais vous avez eu une occlusion et qu'ils sont obligés de couper un bout de l'intestin. Une stomie, c'est quoi? Une stomie, c'est simplement euh, quand on vient réséquer votre intestin, donc c'est-à-dire couper, couper un bout de l'intestin, euh, en fait les médecins vont rattacher les deux bouts du tuyau. Voilà. Sauf que si c'était inflammé, il y a des chances pour que la suture elle pète, elle tienne pas.
Et donc en règle générale, ils disent bon là, on veut pas prendre le risque que la suture elle tienne pas et que du coup, bah en fait, si elle tient pas, l'intestin va se rouvrir et donc tout ce qui est bol alimentaire et tout ça va se répandre autour des viscères. Ce qui est très très dangereux parce que là, vous risquez une surinfection et une septicémie super rapidement. Du coup, ils vont vous dire, on va vous proposer une stomie, c'est-à-dire qu'en fait, la partie qui est rattachée, en fait, enfin le bout d'intestin qui est raccordé à votre œsophage, enfin à votre estomac qui lui-même est raccordé à votre œsophage, enfin, en gros celui qui est relié à la bouche, on va venir vous le coller contre la paroi abdominale. En fait, on vous fait une incision et au lieu de le raccorder à l'autre bout de l'intestin, on vous le colle contre la paroi abdominale. Et, et ce qui fait qu'en fait, bah, au lieu d'avoir les selles qui vont passer par voie naturelle, vous allez avoir les selles qui vont bah, sortir sur le côté des abdos, en fait, tout simplement. Et du coup, on va venir vous mettre une poche pour récupérer ces selles-là et pas que bah, ça parte. Voilà. Hein, pas faire n'importe quoi non plus. Et ça, je peux comprendre que ça soit traumatisant bah, pour tout le monde en fait, hein, quel que soit l'âge, peu importe, ça reste quelque chose de d'assez d'assez impressionnant. Mais en fait, c'est pas forcément, enfin, vous dites pas que ça sera forcément permanent. Ça peut l'être dans certains cas. euh, on va pas se mentir, ça peut l'être dans certains cas, euh, mais pas dans la majorité. Dans la majorité des cas, surtout si vous êtes jeune, c'est une solution qui ne sera que temporaire. Ça va durer, c'est le médecin qui le dira, ça va durer entre peut-être 3 jours, une semaine, 2 semaines. Enfin, ce sera temporaire, puisque in fine, ils raccorderont votre intestin quand l'inflammation sera résorbée. Ils les raccorderont. Je veux dire, vous finirez pas à 16 ans avec une, une stomie ad vitam aeternam. C'est peu probable. C'est peu probable. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui peuvent être envisagées. Mais bon, là on parle quand même de cas qui sont très rares. Enfin, c'est assez exceptionnel ce genre de choses. Dans la plupart des cas, hein, on va avoir des diarrhées chroniques et basta. Voilà. Des fois, on va avoir des remontées acides, un ulcère de temps en temps, et, euh, et ça s'arrête là. Euh, Bien sûr, le fait d'avoir ces problèmes digestifs, de ne pas pouvoir s'alimenter comme on veut, de devoir aller à la selle, d'avoir régulièrement des douleurs à l'estomac, des remontées acides, ça fatigue. Ça fatigue au quotidien. Donc si on y ajoute à ça, que ce soit des études ou du travail, ça peut vite devenir problématique. Ça peut vite devenir problématique puisque bah, en fait on s'épuise plus vite. On s'épuise plus vite que quelqu'un qui est lambda. La problématique étant que ça ne se voit pas. Encore une fois, ce n'est pas une maladie. Euh, Enfin, vous avez peut-être déjà croisé des gens, voire même c'est très probable que vous ayez croisé des gens qui ont une Mickey, bah sans même le savoir en fait. Parce que en fait, si on vous le dit pas, personne ne le verra. Expliquer à son employeur. Alors, ce n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas tenu légalement d'informer votre employeur de cette pathologie. Mais, euh, mais informer son employeur euh, qu'on a cette pathologie, ça peut être problématique. Ça peut être compliqué
puisque, puisque hormis un certificat médical, vous n'avez pas grand-chose qui va aider à prouver ce que vous avancez en fait, tout simplement. Il y a des gens qui vous croiront tout simplement pas, hein, qui diront bah non, lui il simule, c'est fake, voilà, ça arrivera, hein, ça arrivera. Faut pas se formaliser. Après, c'est malheureux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Après, je conseille, euh, je conseille franchement d'en parler, de pas, enfin, il n'y a pas de honte. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que la maladie est pas glam, hein, vraiment pas. Euh, la maladie est vraiment pas glam. Elle, euh, elle est même assez humiliante par moment. Les examens à faire euh, régulièrement sont pareils, pas dingues. Je veux dire par là que bah, la plupart du temps, vous allez montrer votre cul à votre médecin, quoi, pour parler vulgairement. Et bah, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est pas quelque chose de naturel. Vous, faut vraiment pas avoir honte de ça. Euh, c'est 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 comme ça. Enfin, je veux dire, vous êtes comme ça. Il n'y a pas de complexe à avoir. Après, le corps médical est habitué, hein, donc eux ne jugent pas de ça. Euh, Après, c'est sûr que c'est pas le genre de choses à dire au premier rendez-vous. Si jamais, que ce soit un homme ou une femme, hein, que vous rencontriez un homme ou une femme, c'est sûr que c'est pas le truc à dire au premier rendez-vous, même si, honnêtement, ça brise la glace, hein. Ah, la glace, ça la brise. Ça, c'est clair. Je suis pas sûr, je suis pas sûr que ça marche de ouf pour pécho. Même si en vrai, euh, je l'ai eu fait. Je l'ai eu fait, notamment pour introduire des potes. Et ça, par contre, ça marche vachement bien. Ça marche vachement bien. Pour introduire des potes, ça marche vachement bien. Pour vous introduire vous, par contre, moins déjà. Ou alors ça va faire une présélection assez drastique. Euh, parce que parce que franchement, ouais, ça va planter le décor direct, quoi. Je veux dire, t'imagines un peu toi, t'arrives devant une nana et tu lui fais bon bah salut, moi, j'ai une maladie, je fais caca 8 fois dans la journée. C'est sympa comme approche. Ceci dit, si elle reste, c'est que tu l'intéresses vraiment, pour le coup. Euh, Même si je suis peut-être pas. Bon. Bon, ça se discute, hein. Ça dépend de la charge que tu vas avoir et ça dépend de ce que de ce que tu veux faire, hein. Peut-être que dans une convention de scatophile, il y a moyen, tu deviens un dieu en fait. Non, blague à part, faut essayer faut essayer de dédramatiser le truc au maximum, même si on est bien d'accord pour attester que ça reste dur. C'est pas une grippe, c'est pas un rhume, ça reste, ça reste une maladie qui est assez violente, et pour le corps et pour l'esprit. Euh, Principalement à cause de toutes les petites barrières en fait. Ça va pas être une énorme interdiction, mais
il y a moyen quand même que ça soit des petits détails, notamment tu pars à la plage. Bon, il va falloir que tu fasses gaffe quand même à pas prendre un coup de froid parce que tu sais que si tu prends un coup de froid et que le soir t'as prévu d'aller au resto, ça risque d'être compliqué. Quand t'arrives au restaurant, euh, ce que tu vas manger, faut que tu fasses gaffe. Du coup, tu vas t'interdire certaines choses. Et puis même des fois, tu vas prendre des choses où tu te dis, ça passe, c'est sûr. Sauf qu'en fait, ben, je dis n'importe quoi, t'as mangé des crevettes il y a une semaine, c'est passé nickel, tout s'est bien passé. Là, t'es au restaurant, bam, tu prends des crevettes. Et puis bah en fait, non, non. Les chocs émotionnels aussi. Les chocs émotionnels et on va parler aussi des séquelles physiques euh, suite à des chirurgies, puisqu'on parlait de, on prenait l'exemple de si on était à la plage. Euh, Moi, je sais que j'ai eu une résection de l'intestin. Alors, ils n'ont pas pu le faire par célioscopie. Enfin, en gros, maintenant, ils peuvent faire des résections où ils font 3 points d'entrée. Donc, en fait, tu vas te retrouver avec des toutes petites cicatrices. Vraiment, c'est de la taille. Ça te fait des petites cicatrices circulaires de la taille de la tête d'un clou. Voilà. T'en as 3 sur le ventre. Et en fait, voilà, c'est ce qu'ils appellent de la microchirurgie. Et honnêtement, c'est très propre. Enfin, voilà, en termes de cicatrices, y a pas grand-chose. Moi, c'était trop inflammé. C'était trop inflammé et c'était un peu fait dans l'urgence. Du coup, ils ont pas pu faire ça. Ils ont été obligés d'ouvrir. Ils ont été obligés d'ouvrir le ventre. Donc en fait, je me retrouve avec une cicatrice qui part du dessus du nombril. Euh, Part du dessus du nombril, elle redescend vers le nombril, elle le contourne et, euh, et elle va jusqu'au-dessus du pubis. Tout ça, ils ont ouvert. Voilà, ils ont fait un petit comme ça. Ils ont été coupés ce qu'il y avait à couper à l'intérieur. Ils l'ont sorti et puis après ils ont refermé avec des agrafes. Voilà. Euh, et je me suis retrouvé aussi avec une lame. Donc une lame, c'est en gros plusieurs drains qu'ils ont combinés. Et puis ils te mettent ça en fait euh, derrière les abdos pour drainer en fait tout le sang. Et puis en fait quand ils viennent couper ton intestin, tu sais, ils nettoient avec de la flotte, du sérum fille, des trucs comme ça quoi. Pour que le chirurgien puisse voir ce qu'il est en train de faire, il faut bien qu'il vire le sang, quoi. Et comme il peut pas tout aspirer, en fait, il va nettoyer avec une petite pipette de sérum fille. Et en fait, tous ces liquides-là, faut pas qu'ils restent dans tes viscères. Ils te mettent un drain en fait qui évacue. Et donc toutes ces interventions-là m'ont laissé des cicatrices qui sont quand même qui sont atténués, qui sont résorbés un peu avec le temps, mais au moment où je suis sorti de l'hôpital et où j'ai pu reprendre une vie normale, étaient un peu roses, se voyaient, et moi je complexais énormément. C'est-à-dire que j'allais plus à la piscine alors que j'adorais ça, j'allais plus à la plage parce que j'avais l'impression que les gens ne voyaient que ça, et je l'ai pas super bien vécu. J'ai mis peut-être 4 ans avant à la plage, enlever le t-shirt pour aller à l'eau. Euh, parce qu'en fait, je focalisais dessus. Et quand j'ai retiré le t-shirt, je me suis rendu compte que en fait, les gens s'en foutaient, mais d'une force. Enfin, c'était, enfin, à peine s'ils le remarquaient. Et encore, je suis même pas sûr. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas. Donc la gestion de ça, c'est hyper important. Faut vraiment pas hésiter à en parler, à montrer les cicatrices et à dire bah voilà, il s'est passé ça et c'est pas pour autant que les gens auront un rejet de vous parce que vous avez une cicatrice sur le ventre, sur l'épaule, enfin on s'en tape en fait, enfin clairement. Et ceux qui vous feront des réflexions là-dessus, c'est des nazes, enfin dans le sens où c'est pas comme si vous aviez décidé de faire ça. Enfin, et si vous l'aviez décidé, en fait, ça vous poserait pas de problème. Voilà.
Du coup, voilà pour ce qui est des cicatrices. C'est euh, c'est vraiment important de pas se laisser manger par la chose. D'ailleurs, euh, vu qu'on discute de l'incidence psychologique, il y a une fondation. Il y a une fondation qui s'appelle la Fondation François Aupetit, euh, qui aide justement les malades de la maladie de Crohn, qui fait des réunions un peu partout en France, des groupes de discussion pour essayer de soutenir un peu toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Je vous recommande d'aller vers elles si jamais ça va pas. Vous avez des groupes Facebook aussi. Alors attention, pareil au groupe Facebook, attention à ce qu'on y entend et à ce qu'on y lit, parce que ça peut faire flipper. Et encore une fois, euh, le traitement qu'un médecin met en place pour vous ne sera pas forcément pertinent pour un autre. Euh, Dans le sens où il n'y a que votre gastro-entérologue et son équipe qui va être à même d'avoir les connaissances et d'avoir euh, déjà les connaissances générales de la maladie et en médecine euh, pour vous conseiller ce qui va vous convenir à vous. Euh, et en plus de ça, il aura les connaissances de votre pathologie à vous. Euh, Par exemple, il y a des malades de la maladie de Crohn qui vont avoir le droit aux anti-inflammatoires. Mon gastro refuse que je prenne des anti-inflammatoires. Pour la simple et bonne raison que l'un des marqueurs qui permet de noter qu'on est en poussée ou pas, ça va être les marqueurs inflammatoires. Or, mon corps, à moi, euh, ne note pas, ne fixe pas ces marqueurs-là. C'est-à-dire que il a fait une prise de sang pour regarder ces marqueurs inflammatoires alors que j'étais en poussée avérée, hein, enfin, il l'a fait au moment où j'ai eu ma péritonite, donc en fait j'avais 1 mètre d'intestin inflammé, je pouvais plus manger, je pouvais même plus marcher droit, enfin j'étais plié quand je me déplaçais en marchant, donc la poussée elle était avérée. Bah, zéro marqueur inflammatoire en résultat de la prise de sang. Voilà. Donc, euh, donc bah pas d'anti-inflammatoire pour moi. Après, le quotidien et le fait d'être entouré, c'est hyper important. Que ce soit par vos amis, que ce soit par une conjointe, une copine, voilà, la famille aussi. Euh, Même si eux, dans les moments où vous allez être en poussée, bah concrètement, ils vont se sentir inutiles parce qu'ils pourront pas faire grand-chose. Faut bien leur faire comprendre que même s'ils peuvent rien faire, bah juste le fait d'être présent, d'être là, que ça soit par un message ou que ça soit moi je sais que quand je suis en poussée et que ça va pas, euh, bah ma femme est là. Après, elle est pas là à côté de moi à me tenir la main ou machin. Elle fait sa vie dans l'appart parce qu'en fait elle peut rien faire. Mais elle est là, voilà. Et du coup je suis pas tout seul. C'est euh, c'est con, mais c'est hyper important en fait. C'est vraiment vraiment hyper important. Euh, Parce que si on doit gérer la maladie en étant seul, ça devient vite, ça devient vite un calvaire. Ça devient vite un calvaire. Euh, voilà.
Voilà, voilà. Que dire d'autre? Il y a plein de choses à dire. Je pense honnêtement que faut pas, faut pas avoir peur aussi si jamais vous avez un malade de Crohn avec vous, que l'entourage n'hésite pas aussi des fois à secouer un peu le patient. Parce que c'est vrai que quand on est en phase de poussée et que bon, on est dans une phase qui est un peu basse, hein, puisque bah, en vrai, la plupart du temps, on est un peu en dents de scie. Faut pas hésiter à secouer les patients. Enfin, après, pas méchamment, dans le sens où vous n'êtes pas là pour lui dire ouais, t'es naze, bouge-toi, tu te laisses crever. C'est pas le but, c'est pas de l'enfoncer non plus. Mais c'est vrai que des fois secouer un peu et essayer de piquer pour que la personne ait une sorte de combativité qui se déclenche, euh, c'est ça peut être bénéfique. Ça peut être bénéfique parce que comme c'est une maladie qui va nécessiter que le patient apprenne à écouter son corps, la dérive c'est que ben, on se met à trop l'écouter et c'est pas bon non plus. Il faut l'écouter parce que sans ça vous arriverez à rien. Enfin, je veux dire, euh, si vous écoutez pas votre corps, enfin, ignorez la douleur et ignorez les signes préalables que votre corps va vous envoyer pour vous dire attention mon gars, tu vas arriver, tu vas avoir une poussée là, ça va bientôt arriver. C'est idiot, clairement. Euh, mais trop l'écouter, à l'inverse, c'est pas bon non plus. Parce que sinon, vous allez vivre qu'à travers la maladie. Et vivre qu'à travers la maladie, ça va inéluctablement vous isoler, en fait. Parce que, euh, parce que vous allez vous empêcher de faire des choses parce que vous êtes malade. Mais en fait, vous serez malade du moment où vous allez commencer à avoir les premiers symptômes jusqu'à votre mort. Il n'y aura pas d'interruption. Ça va être fluctuant, hein, vous ne serez pas constamment poussé, mais en soi, vous serez malade du début à la fin. Voilà. C'est acté, c'est comme ça, vous pouvez pas y couper. C'est à partir du moment où vous avez cette pathologie-là, c'est un état de fait. Mais ça veut pas dire que votre vie, elle se résume à ça. Certes, vous avez une pathologie qui va être lourde, mais, euh, mais vous pouvez quand même faire des tas de trucs cool. Enfin, bien sûr, faut faire plus gaffe qu'aux autres. C'est sûr que si demain tu me dis, voilà, j'ai une maladie de Crohn, je pars en Thaïlande pour faire un trek de 3 mois, ouais, non. Enfin, ah, tu peux, hein, mais ça va être compliqué. Il y a de fortes chances pour que là tu fasses des poussées et que ça soit plutôt trash. Euh, bonjour. T'as un fils qui l'avait, il l'a traîné de 8 à 18 ans.
La maladie de Crohn, mais il doit certainement l'avoir encore alors, hein. Il doit certainement l'avoir encore. Euh, Il doit certainement encore avoir la maladie de Crohn.